Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans le podcast Passion médiéviste, vous apprenez des choses sur le Moyen-Âge à travers des interviews de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Mais j'aime aussi, dans les hors-séries, vous apporter des éclairages sur des sujets, on va dire, renouvelés par des recherches récentes, comme nous l'avions fait par exemple dans l'épisode sur la loi salique avec Magali Coumer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulièrement intéressant pour en savoir plus sur les mentalités médiévales. Vous avez vu le titre, nous allons parler de transidentité au Moyen-Âge avec Clovis Maillet. Bonjour Clovis. Bonjour. Alors Clovis, tu es historien et artiste, spécialiste des questions de genre et de parenté dans la culture médiévale et tu as publié en 2020 l'ouvrage Les genres fluides de Jeanne d'Arc au sein de France aux éditions Arché. On va voir, c'est un sujet qui apporte plein de questions, on va en parler. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur le genre, puis sur la transidentité au Moyen-Âge ? Mais d'abord, ce que je pense qu'il faut dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que quand j'ai commencé mes études de médiéviste, j'étais à l'université Paris 1 et en fait, j'ai eu comme prof de licence Violaine Sébillotte sur le genre, qui est la spécialiste du genre dans l'histoire grecque, et Didier Lett en histoire médiévale. Et je crois que ça m'a donné une vision d'emblée un peu déformée, où j'ai l'impression que tous les gens qui travaillaient sur l'époque, sur les mondes anciens, travaillaient sur le genre, étaient féministes, engagés politiquement, etc. Ce serait bien, C'était en fait pas quelque chose de majoritaire, mais du coup, c'est ça qui, alors que j'étais plutôt partie pour travailler sur le monde contemporain, en fait, qui m'a fait vraiment basculer sur les mondes anciens, avec cette impression que les sujets étaient aussi beaucoup plus renouvelés et engagés dans ce monde-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment une circonstance en fait qui s'est passée pendant mes études. Et ensuite, voilà, j'ai fait ma thèse sur un autre sujet. J'ai plus travaillé sur les questions de parenté, sur comment est-ce qu'on choisit des formes de famille choisies en fait au Moyen Âge. Et j'avais gardé en fait depuis ma thèse cette idée qu'il y avait ces changements de genre. Donc, le corpus de ma thèse, c'était La Légende dorée de Jacques de Voragine, qui est un peu le best-seller du Moyen-Âge, qui est vraiment l'ouvrage le plus diffusé, qui présente donc 178 chapitres dans la première version, avec des fêtes liturgiques et aussi des vies de saints et saintes. Et en fait, il y en a 4, disons presque 5 sur 120 qui sont des personnes qui changent de genre à un moment de leur vie. Donc ça me semblait pas mal, mais il y avait un petit peu l'idée que déjà beaucoup de choses avaient été faites sur ces vies-là et c'est vrai que j'avais gardé ça un petit peu dans un coin de ma tête. Et petit à petit, effectivement, c'est aussi en parlant avec des non-spécialistes que cette importance en fait du sujet dans le livre qu'on peut imaginer qui est le best-seller de cette époque-là, où on a donc voilà 5 saints sur 120, donc c'est énorme en fait comme proportion, c'est 3-4%, je sais plus, qui étaient connus par tout le monde, fêtés tous les ans dans cette société-là. Et finalement, en parlant et en comparant avec ce qui se passait aujourd'hui, j'ai fini par me dire un petit peu qu'il y avait cette espèce de chose étrange qu'au Moyen-Âge, finalement, les gens connaissaient dans leur culture populaire, même dans leurs stars, en fait, dans les gens qui préféraient, parce que les saints, c'est un peu, comme le disait Jean-Claude Schmitt, les stars de l'époque, eh ben, avaient des exemples en fait de gens qui avaient changé de genre au cours de leur vie. Et petit à petit, voilà, avec l'encouragement de mon directeur de thèse Jean-Claude Schmitt, eh bien je me suis dit qu'il fallait voilà, travailler davantage là-dessus et c'est comme ça que j'ai commencé mes études postdoctorales sur ce sujet-là et que Jean-Claude Schmitt m'a encouragé à écrire un livre qui soit pas un livre de spécialiste, qui soit un livre disons sérieux mais qui s'adresse à un grand public et c'est comme ça qu'est né un peu ce livre-là. On va en parler effectivement de ce livre qui est passionnant. Alors, les auditeurs et auditrices sont peut-être surpris et surprises qu'on associe transidentité et Moyen-Âge parce que, alors, vous voyez, il y a toujours le côté « Ah, mais est-ce que c'est pas anachronique ? C'est un concept qui est récent. » Bon alors, raconte-moi comment tu as travaillé du point de vue conceptuel. Alors, c'est vraiment un peu tout l'enjeu de ces recherches-là, en fait, d'élaborer une sorte d'architecture conceptuelle pour pouvoir aborder ce sujet-là.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet est connu de mes collègues et des historiens depuis assez longtemps. Le fait que les exemples médiévaux en fait soient dans le canon, en fait déjà dans l'ouvrage pionnier de Magnus Hirschfeld, qui est le fondateur de la sexologie moderne à la fin du 19e siècle, eh bien il parle d'un cas de saint, celui qui s'appelle Marin, connu sous le nom de Marine aussi, qu'il compare en fait avec les gens qu'il reçoit dans son cabinet. Donc l'idée en fait qu'il y a une longue histoire de ça, elle existe depuis longtemps. Mais comment l'aborder ? Donc Magnus Hirschfeld, il l'abordait avec les outils de la sexologie de son la sexologie naissante, de la médecine. Il y a eu ensuite une période, donc dans les années 50, avec notamment une historienne belge qui s'appelle Marie Delcourt, qui l'associe à des représentations mythologiques. Donc elle a écrit un article sur le complexe de Diane. Donc elle convoquait plutôt des figures mythologiques comme la figure de l'androgyne pour expliquer comment pouvait arriver cette ambiguïté de genre. Puis dans les années 70, il y a eu des recherches faites plutôt par des byzantinistes, donc notamment Evelyne Patlajan, qui a parlé du déguisement, en fait, de gens qui se déguisent. Et il y a un article de 1976 à propos de ça. Et c'était vraiment dans une perspective, disons, féministe, où l'idée, c'était de voir comment est-ce que des personnes qu'à l'époque, elles considéraient comme des femmes, avaient pu avoir un autre destin que celui qui leur était destiné dans leur vie, grâce à ce déguisement, à la prise d'apparence masculine. Et donc c'était l'intégrer dans l'histoire des femmes, en fait. Et plus récemment, et ça c'est vraiment plutôt après les années 2010, où les études trans ont commencé à émerger, donc les études sur les questions trans, eh bien, on commençait à avoir une sorte de nouvel appareil conceptuel, en fait, pour travailler là-dessus. Et ça a créé d'ailleurs des petites frictions avec certaines féministes, puisque la question c'était, est-ce que, en fait, ces personnages-là qu'on a émis dans l'histoire des femmes et de l'émancipation des femmes, tout à coup étaient dans une autre histoire ? Parce qu'on était en train d'essayer d'écrire l'histoire de l'émancipation des personnes transgenres à travers l'époque. Donc, peut-être pour vous dire que je m'inscris, enfin, ce travail-là, très modestement, s'inscrit dans une élaboration, en fait, historiographique qui est un petit peu longue, voilà, c'est pas nouveau, et c'est juste qu'il y a des nouveaux outils en fait qui apparaissent. Moi, ce que j'ai essayé d'apporter modestement, c'est d'essayer de prendre un petit peu au sérieux ce que nous disent les textes, ce que j'ai essayé de faire en tout cas, et donc pas seulement de me demander de quelle histoire est-ce qu'il s'agit, mais en quoi est-ce que on peut essayer de comprendre comment fonctionne le genre dans cette société-là, et en quoi est-ce que ça nous permet de nous, même de nous défaire un petit peu de nos a priori à nous sur le genre. Et donc d'aller le plus loin possible, en fait, dans essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il s'agit vraiment de personnes qui changent de genre, c'est-à-dire qui sont reconnues socialement comme appartenant au genre féminin ou au genre masculin, et que ça change au fil de leur vie, et que c'est reconnu socialement comme tel. Les textes aussi nous montrent des gens qui changent de pronoms, qui changent de genre grammatical aussi, et qui changent de métier, par exemple. Il y a des métiers que ne peuvent faire que les hommes et des métiers que ne peuvent faire que les femmes. Et donc, d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des héros de cette époque-là, qui soient érigés donc en modèle un peu de comportement, et qui se déplacent, en fait, dans les possibilités de genre de leur époque. Donc, moi, j'ai essayé de m'inscrire dans cette histoire-là, mais en même temps d'être très, très pragmatique et au ras des textes, oui, et d'aller essayer de voir à chaque occurrence, effectivement, comment est-ce qu'on parle de ça et qu'est-ce que ça peut signifier en le comparant avec des textes ou des documents comparables de cette époque-là. Donc, j'ai pas eu l'ambition, je veux dire, de faire une grande élaboration conceptuelle, pour proposer un grand modèle conceptuel, mais vraiment de faire un travail un peu de défrichage, en voyant si on ne plaque pas, en fait, des outils théoriques directement là-dessus, mais qu'on essaye d'aller voir très précisément ce que ça veut dire sans nos a priori à nous. Par exemple, un des a priori, je pense qu'il y a eu pendant longtemps, c'était que, il y avait que du sexe biologique, donc tout le monde était des femmes ou des hommes, et si ils étaient perçus socialement comme un homme, mais qui, en fait, auraient des organes sexuels qui serait considérée comme féminin serait de toute façon une femme. Ça, je pense que c'est un a priori conceptuel, c'est pas ce que nous disent les documents de cette époque-là. Moi, j'ai essayé un peu de dépasser ça, de voir vraiment qu'est-ce qu'on nous dit à cette époque-là. Et est-ce que les catégories de genre étaient les mêmes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui ? Justement, moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de montrer, dans la suite d'autres travaux qui avaient été faits là-dessus, mais d'essayer de prendre cet exemple, qui est peut-être un exemple limite, en fait, pour définir les catégories de genre, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui vont
bouger dans les catégories de genre au fil de leur vie, et bien d'essayer de voir qu'est-ce que ça nous amène à comprendre. Globalement, ce qui est peut-être important de comprendre et qui est très différent à notre époque, nous, on fonctionne sur un système un peu nature-culture, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de contester, mais on pense qu'il y a un sexe et un genre. Le sexe, c'est ce qui est dit par un médecin et déclaré et inscrit sur nos papiers d'identité, et le genre, c'est une perception sociale. Donc c'est la nature d'un côté et la culture de l'autre. Bon, il n'y a pas cette distinction au Moyen-Âge. Donc en fait, il y a certaines personnes qui ont dit, il y a que du sexe, ou alors il y a que du genre. Moi je dis, en fait, peu importe en fait, qu'on appelle ça genre ou sexe, de toute façon, il n'y a pas cette distinction-là, en fait. Mais il y a par contre d'autres manières d'envisager les choses en fonction du statut social. Et ce qui est important, effectivement, de penser par rapport à ça, c'est que c'est toujours difficile de faire des généralités, mais disons, il y a en tout cas une des distinctions que l'on n'a plus et qui existe dans la société médiévale, c'est entre les clercs et les laïcs, donc entre les gens qui se définissent essentiellement par l'abstinence sexuelle et des gens qui se définissent par le mariage, donc une pratique de la sexualité dans un cadre rigoureusement déterminé. Et que dans cette distinction-là, qui pour nous est plus si évidente que ça, parce que voilà, il n'y a pas des gens qui sont considérés comme une élite sociale simplement parce qu'ils s'abstiennent de la sexualité, voilà. On peut pas considérer ça. Eh bien, en fait, ça change en fait les normes de genre, parce que le genre n'est important dans la vie sociale, enfin, le définir rigoureusement, que pour réguler la sexualité des personnes. Donc la sexualité est très régulée, mais le genre, en fait, l'est paradoxalement moins quand il est déconnecté de la sexualité. Donc moi, ce que j'ai essayé de dire pour simplifier les choses, c'est de dire qu'il y a un genre qui est un genre médical. Donc ça, on a les traités de médecine qui en parlent et qui nous parlent d'ailleurs de 3 sexes ou genres, les hommes, les femmes et les hermaphrodites, parce qu'ils sont toujours cités en fait dedans. Donc ce qui est un peu l'équivalent, mais pas tout à fait de ce que nous on appellerait des personnes intersexuées aujourd'hui, que eux ils appellent hermaphrodites, donc c'est cité dans tous les traités de médecine. Il y aurait un genre social qui détermine aussi des parcours de vie, un métier, parce que on peut pas faire les mêmes études, on peut pas avoir le même métier, on peut pas faire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire si on est une femme socialement. Et puis il y a un genre moral que nous on n'a plus tout à fait, même si on en a encore des traces, c'est cette idée qu'on va qualifier de féminin ou de masculin les choses ou les comportements des gens en fonction de si on les considère plus ou moins bons ou mauvais. Et donc, globalement, tout bon comportement courageux, etc., va être qualifié comme un comportement masculin ou d'homme, ou un comportement d'homme, on va dire qu'on agit comme un homme si on fait des choses un peu valeureuses et qu'on se montre courageux. Et tout ce qui va, au contraire, être lié à un comportement assez néfaste sera qualifié de manière féminine. Donc ça reste à l'état peut-être moins performatif aujourd'hui que ça l'était au Moyen-Âge. Il y a peut-être une chose qu'il faudrait aussi ajouter qui est différente par rapport à aujourd'hui, et ça c'est assez facile à imaginer, c'est que, nous on vit avec des papiers d'identité. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'on vit avec des papiers d'identité, puisque ça s'est généralisé en France, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, la carte d'identité, pour tout le monde, mais ça a émergé au 19e siècle. Bon, à cette époque-là, on ne se balade pas avec des papiers d'identité. Il y a des certificats de baptême qui commencent à être écrits, mais on ne se balade pas avec. Donc, en fait, les gens sont reconnus pour leur genre et pour leur statut social en fonction de ce qu'ils font et de leur apparence. Et donc, c'est aussi assez important parce qu'on a pas mal de parcours en fait de personnes qui vont changer de position sociale en même temps qu'ils changent de position de genre, qui se règlent assez facilement par des déplacements géographiques. Si on n'est plus à l'endroit où on était connu en tant que et qu'on va à un autre endroit, là on sera connu en tant que, et donc c'est comme ça qu'adviennent des cas qu'on peut voir d'une personne qui est connue comme une fille à tel endroit, qui part en voyage et là est connue comme un garçon à un autre endroit. Et ça serait pas possible pour nous parce que, au contraire, on voit que les personnes transgenres aujourd'hui ont plutôt des plus grandes difficultés de mobilité parce que le fait d'avoir des papiers pas forcément en adéquation avec l'apparence, ça peut empêcher en fait de voyager dans certains pays qui seraient plus ou moins tolérants. Et disons au Moyen-Âge, ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus facile de se déplacer et d'aller dans des nouveaux environnements puisque en fait on fait la démonstration de ce qu'on est, de son genre, et on n'a pas besoin de l'attester par de la paperasse. Oui, on refait sa vie ailleurs et
effectivement, on s'affirme comme on veut ailleurs. On va y revenir parce que c'est super intéressant. Mais on va aussi donc expliquer ta méthode de travail pour comprendre donc tout le discours que tu portes sur les changements de genre au Moyen-Âge, donc dans ton ouvrage Les genres fluides et dans ton travail en général. Alors, sur quelle source est-ce que tu as travaillé ? Tu as commencé à le dire, donc tu es parti de cette légende dorée, mais tu n'as pas traité que ça. Oui, moi, ma spécialité au départ, c'est la géographie et les légendiers en particulier, qui sont des compilations de vies de saints et aussi de textes liturgiques. C'est ça sur lequel j'ai travaillé, et sur des manuscrits enluminés. Et donc, j'ai travaillé pas mal sur des enluminures, des images, des textes et des images. Mais pour traiter d'un sujet un peu transversal comme cela, sur lequel il n'y a pas tant que ça de documentation, j'ai eu besoin d'élargir en fait le corpus de sources, tout en gardant quand même cette hagiographie, donc ces vies de saintes et de saints, parce qu'en fait on a beaucoup d'exemples dans ces sources-là. Là, je suis allée, comme on fait parfois, en tâtonnant un peu quand on est sur un nouveau sujet, c'est-à-dire en allant progressivement, en fait, en recoupant en fait la bibliographie pour aller trouver des documents spécifiques sur l'un ou sur l'autre. Donc faire une vraie enquête de la recherche de sources. Voilà. Et donc, pour ce livre-là en particulier, j'ai beaucoup été aidée par des collègues. En fait, ça a été vraiment beaucoup de travail collectif, parce que du coup, je suis allée, notamment, je me suis dit qu'il fallait absolument écrire un chapitre sur la littérature, et la littérature chevaleresque en particulier, et le fait qu'il y ait des modèles donc, de chevaliers trans qui soient des héros au Moyen-Âge. On l'avait un peu oublié, ça valait le coup d'en parler. Et donc, j'ai été aidée par des collègues spécialistes de cette littérature-là, qui m'ont aidée aussi à faire des traductions, à retraduire, parce qu'une des questions qui est importante, c'est que beaucoup de textes, quand ils sont traduits en français, ils ont été traduits parfois d'ailleurs au 19e siècle par des vieux monsieur du 19e siècle qui avaient certaines idées sur le genre qui ne sont pas forcément celles que nous on peut avoir aujourd'hui, et qui ont eu tendance à corriger les textes pour les rendre selon leurs idées à eux. Donc voilà, par exemple, Sophie Albert, qui est une spécialiste de la littérature médiévale, qui m'a beaucoup aidée pour cette partie-là. Et puis il y avait tout un tas de textes qui venaient plutôt du monde byzantin, même de la géographie byzantine, avec laquelle je n'étais pas du tout familier au départ. Et donc là, j'ai été aidée aussi par des collègues, en particulier Georges Sidéris, qui est un spécialiste des eunuques à Byzance, et qui m'a aidée et qui m'a donné envie, parce que ce livre est sorti il y a maintenant 4 ans, donc en fait je l'ai écrit il y a un peu plus de 5 ans, donc c'est un petit peu de temps qui a passé depuis. Et en fait, toutes ces nouvelles sources que j'ai commencé à lire en écrivant ce livre-là, ça m'a beaucoup donné envie de me former en fait. Donc du coup, je me suis formée à des nouvelles choses depuis, pour pouvoir avoir un accès plus direct, par exemple au texte en grec médiéval ou ce genre de choses. Et est-ce que tu as travaillé aussi sur des sources judiciaires ? J'ai pas travaillé dans ce livre-là. Je suis en train de travailler dessus, mais c'est vraiment une autre méthode d'approche à laquelle je suis en train de me former aussi, notamment parce que ce livre-là, les genres fluides, c'est un livre finalement qui parle surtout de la transmasculinité, parce que c'est ça qu'on trouve le plus dans les sources que j'ai étudiées, donc des parcours transmasculins qui vont vers le masculin. Et à l'inverse, en fait, on m'a beaucoup demandé suite à ce livre, mais alors qu'est-ce qu'il en est des parcours transféminins ? Il n'y en a pas à cette époque-là. Je dis non, c'est pas qu'il n'y en a pas, il y a des gens qui les ont étudiés en fait dans des sources judiciaires, mais on les trouve pas dans les mêmes sources en fait. Notamment cette question de la quête en fait des parcours transféminins, elle demande de vraiment s'ouvrir à d'autres types de sources sur lesquelles moi je ne suis pas spécialiste. Donc j'ai commencé à travailler sur un dossier en ce moment qui est dans les archives de Venise, qui avait été étudié par d'autres collègues, mais que je suis en train d'essayer de reprendre. Mais ce n'est pas mon domaine de prédilection du tout. Et les récits sur lesquels tu as travaillé, on est plutôt sur quelles époques ? Alors ça, la chronologie est importante. Donc ce livre, je l'ai écrit après beaucoup d'hésitation, mais je l'ai écrit finalement régressif, c'est-à-dire que je suis partie des choses les plus récentes pour aller vers les choses les plus anciennes, avec l'idée que, en fait, fallait nous débarrasser progressivement des idées reçues que nous, on pouvait avoir sur notre propre époque en remontant dans le temps. Et moi, c'était vraiment très important pour essayer de bien comprendre, pour faire une chronologie un peu à grands traits. Ce que je montre un peu dans le livre, c'est que sur cette question précise, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les communautés chrétiennes des premiers siècles du christianisme, donc en gros avant jusqu'au IVe siècle, début du IVe siècle, avec un idéal d'une forme d'androgynie qui est lié à ce nouvel idéal d'égalité en fait qui existe dans ces communautés chrétiennes des premiers siècles, et qui donne tout un tas d'exemples de parcours, donc sans doute de personnages historiques, mais aussi de personnages fictifs qu'on écrit en fait inspirés par ça, qui est, disons, plutôt assez favorable ou tolérant à des formes de plasticité ou de fluidité de genre.
Et ça change beaucoup, voilà, dans une deuxième période, qu'on peut dire celle de l'institutionnalisation de l'Église, où l'Église chrétienne donc, est aux mains des plus hautes parties de la hiérarchie sociale, qui sont souvent des hommes d'origine patricienne, d'origine noble donc, et qui dessinent donc un modèle beaucoup plus rigide et beaucoup plus fermé aux questions de fluidité de genre. Et on commence à avoir effectivement toute une théorie sur le mariage notamment, puis des évêques mariés. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc du coup, le mariage, que nous on dirait hétérosexuel aujourd'hui, devient effectivement une norme qui va en fait rigidifier les normes de genre. Mais il reste un petit peu ces idéaux-là. Dans le monde chevaleresque, il reste encore des choses. Mais disons que moi, je termine le livre un peu sur ce point de bascule, je dirais, qui est celui du XVe siècle, véritablement, en prenant l'exemple qui est l'exemple le plus connu, mais en fait qui est un exemple un peu limite, qui est celui de Jeanne d'Arc, et du fait que Jeanne d'Arc, en fait, est associée à un moment à ces vieilles histoires de saints qu'on connaît encore, notamment donc l'histoire de sainte Eugène, Eugénie et de sainte Marin, Marine, mais on voit bien que ça ne suffit plus, ou c'est plus un idéal qui fonctionne suffisamment. Donc on s'en souvient, surtout les clercs s'en souviennent, mais du point de vue des laïcs, en fait, il y a une très très faible, disons, tolérance à ça, et on commence à voir arriver à partir du XVe siècle en particulier, et déjà du XIVe siècle un petit peu, des procès en fait pour des gens qui sont suspectés de mauvais comportements sexuels associés à des choses que on pourrait interpréter comme la transidentité. Donc bon, c'est un peu évident, mais je te demande quand même aussi, bien sûr, on n'a pas de récit à la première personne dans tout ça. Ben non, c'est ça la grosse difficulté. On dit qu'on peut faire peut-être l'histoire des personnes sur des sujets aussi sensibles que ça, que quand on a des témoignages à la première personne. Là, on n'en a pas. Donc voilà, même pour Jeanne d'Arc, qui est un peu l'exemple limite, et qu'on ne peut pas interpréter comme, disons, si on va aller vite, une personne transgenre. Disons, c'est quelqu'un qui s'habille en homme toute sa vie, mais se présente toujours comme une femme. Mais même dans son cas, effectivement, où on a quand même des témoignages assez proches, on a des verbatim de ces choses, mais on n'a rien qui a été écrit de la première main. Et toutes les sources qu'on a sont écrites dans un contexte tellement particulier qu'il faut vraiment déconstruire les modalités d'écriture. Donc on en est réduit aux hypothèses. Et en plus, des fois, avec plusieurs siècles de décalage, en fait, c'est des réécritures et tout ça. Oui, alors moi ça m'intéresse beaucoup les réécritures parce qu'en fait sur une même histoire, quand on voit qu'elle est réécrite et réinterprétée à différentes époques, on voit aussi les normes de genre qui changent et la réinterprétation qui se passe dans ce cas-là. Donc en tout, tu as travaillé sur combien de personnes ? Donc moi, je me suis inscrite dans une tradition. Donc, j'ai mis dans le livre volontairement un petit tableau où il y a une trentaine en fait, de vies, qui est un tableau un peu augmenté par rapport à ceux qui avaient été faits par d'autres collègues avant. On a commencé sur un tableau de 15 vies, puis maintenant on en a presque 35. Donc ça, c'est 35 vies de saints et saintes. Donc c'est des saints et des saintes qui sont au calendrier, auquel un culte est rendu, et qui, pendant tout ou partie de leur vie, ont occupé un genre qui est différent de celui de leur naissance. Donc ça, c'est un peu les cas géographiques, mais je ne les ai pas tous étudiés. D'ailleurs, il y a plein de sujets à travailler pour les historiens et historiennes du futur. Et les autres cas, donc il y a plusieurs romans de chevalerie et il y a quelques affaires judiciaires. Mais quelques, là, elles se comptent plutôt sur les doigts d'une main pour le moment. Alors bon, maintenant qu'on a bien tout le cadre, maintenant qu'on a bien tout le corpus en tête, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces récits. Donc, tu l'as dit, quand on pense changement de genre au Moyen-Âge, on pense forcément à Jeanne d'Arc. Et donc, tu ouvres, comme tu as dit, le livre avec cette figure. Mais on a déjà parlé de Jeanne d'Arc dans ce podcast. Je vous renvoie vers l'épisode 39 que j'avais fait avec Florent Varenne. Mais parmi les choses qui sont reprochées à Jeanne d'Arc, tu l'as dit, c'est qu'elle s'habillait en homme. Et les changements de vêtements reviennent souvent dans les récits de changement de genre, c'est ça ? Oui, alors ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on est à une époque où les vêtements sont régulés. En fait, ils sont encore régulés aujourd'hui, parce qu'on voit bien les polémiques sur les crop tops, et on dit quand même aux gens comment s'habiller encore aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment légal, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de porter... On connaît surtout les lois somptuaires, on n'a pas porté des vêtements de noble quand on n'est pas noble. C'est ça qui est le plus grave, plutôt que de porter des vêtements de l'autre sexe. Mais porter des vêtements de l'autre sexe, c'est aussi un problème, puisqu'effectivement, ça peut tromper les gens. Et donc, c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de loi civile qui l'interdit. Récemment, enfin, durant une période plus tardive. Mais au Moyen-Âge, il n'y a pas de loi qui interdit de s'habiller avec tel ou tel vêtement en matière de genre.
Mais par contre, il y a l'idée, les conséquences que ça pourrait apporter. Donc, est-ce qu'on va être pris pour un homme alors qu'on n'a pas le droit de faire telle chose parce qu'on n'est pas vraiment un homme, par exemple ? Bon, pour Jeanne d'Arc, la question d'aller à la guerre, ça se pose pas vraiment comme un interdit. Ça se pose la question de est-ce que c'est ridicule ou pas ? Éventuellement, c'est ça qui est dans le procès. Hein. C'est plutôt c'est ridicule ou de toute façon, c'est quelqu'un qui se vante trop. C'est plutôt ça, plutôt que des questions d'interdiction. Ce qui est interdit, en revanche, effectivement, c'est de se marier avec quelqu'un qui est considéré comme étant du même genre que soi. Et donc, du coup, s'il y aurait tromperie avec cette question du vêtement, là, effectivement, il peut y avoir un procès. En fait, c'est que ce changement de vêtements pourrait conduire à un trouble à l'ordre social. Oui, c'est parce que les vêtements, les apparences... On dit souvent qu'il y a une culture des apparences au Moyen-Âge. Les apparences participent en fait à la régulation du champ social. Il faut que les nobles aient l'air de nobles, il faut que les paysans aient l'air de paysans, il faut que les hommes aient l'air d'hommes et que les femmes aient l'air de femmes. Puisque les gens n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas le même statut, et il faut que ça, ce soit très reconnaissable, en fait, sur les personnes. Sauf que ça se voit par l'apparence. Alors que nous, effectivement, chez nous, ça se voit par... même si on juge aussi sur les apparences, mais in fine, c'est plutôt les papiers d'identité, les documents administratifs, en fait, qui vont permettre de faire ça. Alors que là, c'est l'apparence, effectivement, a beaucoup plus d'importance que sans doute à notre époque. Et à part les vêtements, qu'est-ce qu'on voit d'autre comme manifestation de changement de genre dans les textes ? Alors, il y a plusieurs choses, mais on a dans les textes hagiographiques, les vies de saintes et de saints, on a parfois le nom qui change, souvent d'ailleurs, la plupart du temps, le nom qui change, et les textes nous disent que telle personne, moi, je vais prendre un exemple sur lequel, dont je parle dans le livre sur lequel je suis en train de travailler, donc quelqu'un qui s'appelle Eugénie, donc on l'appelle Eugénia, et à partir du changement de genre, on l'appelle Eugénius au masculin, et on accorde tout ce qui est dans le texte aussi au masculin. Donc on nous parle de son apparence, mais parfois on nous parle aussi, effectivement, c'est une personne qui a vraiment un autre nom, qui a une autre fonction sociale, et en l'occurrence, là, cet Eugénius devient abbé, donc quelque chose qui n'aurait pas pu arriver pour une femme, en fait. Donc du coup, c'est assez clair que cette personne est reconnu en fait comme un homme. Bon, dans ce cas-là, en plus, c'est un cas un peu limite parce que cette personne reprend ensuite une identité féminine plus tard dans sa vie. Donc, a eu pleinement en fait cette identité masculine jusqu'à ce que ça pouvait être de mieux, parce que être abbé, c'est un peu ce qu'on peut espérer de mieux dans une réussite sociale, on peut dire. Donc, en tant qu'homme, donc arrive à une sorte de réussite sociale en tant qu'homme, puis il va fonder aussi une communauté religieuse féminine. Et donc, on a plusieurs cas comme ça de personnes qui vont vivre dans des communautés religieuses, par exemple masculines, avoir des rôles masculins et ensuite fonder des communautés féminines. On a quelques cas comme ça. Donc il y a le nom, les pronoms, les accords qu'on voit dans les textes, la mention du vêtement, mais il y a aussi la mention du comportement. Et que ce comportement, en fait, il est décrit comme un comportement masculin. Et donc, je reprends l'exemple là, de la vie de Eugénie. Il y a une formule qui revient souvent dans les différentes versions du texte qui nous dit « Tu as raison de t'appeler homme car tu te comportes comme un homme ». Donc c'est vraiment, on pourrait dire, l'identité masculine qui est associée à une performance de genre, véritablement. La capacité à se comporter tel qu'il est attendu de cette personne-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment au-delà du déguisement, de seulement s'habiller de telle manière. C'est beaucoup plus profond en fait que ça, ce dont nous parlent les textes. On est loin de la farce des fabliaux de quelqu'un qui change, qui s'habille effectivement pour tromper quelqu'un. On est loin de ça. Ah oui, là, dans ces cas-là, on est véritablement sur des gens qui vont même se comporter comme le meilleur des hommes. Et donc, être décrits comme potentiellement des modèles de comportement, par exemple pour les autres moines, parce que l'abbé, c'est le plus chrétien, le plus pieux, le plus machin, qui va devenir un modèle de comportement pour les autres. Donc, c'est pas du tout juste faire semblant d'être quelque chose pendant un temps donné. Ce qui est décrit dans d'autres textes, par ailleurs. Donc moi, dans mon livre, j'ai essayé justement de ne parler que des choses où on a une description un peu plus continue et suivie, et quand il n'est pas question que de vêtements et de déguisements. Et de sortir en particulier d'une perspective, parce qu'il y a eu, on peut le lire encore beaucoup, il y a beaucoup de collègues qui emploient le mot de travestissement pour parler de ça, que moi j'ai choisi de ne pas employer, pour plusieurs raisons. Donc, une des raisons, c'est que le mot, il n'existe pas au Moyen-Âge. Bon, il y a d'autres mots qui n'existent pas au Moyen-Âge et que j'emploie, mais donc celui-là, il n'est vraiment pas médiéval. On parle de guise ou déguisement ou de ce genre de choses, pas de travestissement. Et deuxièmement, c'est que
ce terme-là, il est un petit peu encombré en fait par son histoire, parce que ce mot de travestissement, c'est au départ un délit judiciaire, un délit pénal en fait. C'est pour ça qu'on va commencer à vraiment en parler. Donc c'est la criminologie du 19e siècle qui parle des travestis comme des criminels en fait. Donc du coup, quand on ramène ce terme-là, en fait, qui vient de la criminologie pour parler de saints et de saintes que tout le monde adorait, à qui les gens rendaient des cultes, il me semble que voilà, on envoie effectivement dans une mauvaise, dans une direction qui, en tout cas moi, m'aidait pas en fait à construire mon propos. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer de voir un petit peu plus profondément qu'est-ce que ça veut nous dire en termes de genre et ne pas parler que du vêtement, même si le vêtement est une chose importante. Et je reviens sur ce que tu dis tout à l'heure et qui était super intéressant, c'est que ces personnages saints et saintes, par le côté religieux qui les habite, il y a une forme de tolérance par rapport à leur changement de genre. En fait, comme ils sont en dehors de la sexualité, c'est plus facile pour eux, on tolère plus le fait qu'ils changent de genre, ou est-ce que je vais un peu loin ? Non, c'est tout à fait ça. Enfin, en tout cas, ça, c'est vraiment mon hypothèse, mais je ne suis pas du tout le seul à le penser. Ça a été il y a plusieurs médiévistes qui ont montré ça, que dans le monde démonial, des clercs, le monde religieux, on peut dire en général, comme l'idéal est de s'abstraire totalement de la sexualité, le genre, il pose véritablement problème en termes de sexualité, parce qu'on régule beaucoup, on régule beaucoup la sexualité. Donc, quand on est en dehors, en fait, de ce monde de la sexualité, il y a plein de possibilités qui sont offertes, et des deux côtés, parce qu'on peut voir effectivement des espèces d'idéals de masculinité dans des mondes qui viennent plutôt du féminin, et au contraire des idéaux de féminité en fait dans des mondes unisexes, parfois masculins, mais qui vont aspirer à beaucoup de choses qui viennent du côté du féminin. Donc même, il y a ces cas un peu extrêmes. Voilà, je vous dis, il y en a une trentaine dans la géographie, ce que je trouve déjà beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Mais plus généralement, disons même chez des gens pour lesquels se pose pas la question d'une transition de genre, cette idée qu'on puisse un peu plus mêler masculin et féminin dans la vie et dans les aspirations, elle est assez prégnante dans le monde monastique, surtout dans le Moyen-Âge central. Un exemple est un livre qui est très connu, qui est assez ancien maintenant, de Caroline Bynum, qui parlait de toutes les métaphores de l'allaitement, de l'idéal maternel chez les moines cisterciens, en particulier au XIIe siècle. Ah oui, non, mais ce passage de ton livre, vraiment, j'ai lu ça, je fais, mais c'est génial. C'était super intéressant. En fait, c'est le titre de ton livre, effectivement, on voit les genres fluides. Et est-ce que, on l'a un petit peu dit, est-ce que quand même tu as étudié des personnes qui changent radicalement de genre et qui, en fait, sont acceptées comme ça ? Oui, alors je peux vous parler d'un cas, je vais vous parler de deux cas peut-être très différents pour donner des exemples un peu précis. Donc il y a un cas qui est connu depuis assez longtemps, qui est un peu débattu, qui est quelqu'un qui s'appelle sans doute Joseph, dans le monde cistercien justement, pile à cette époque-là. Donc c'est aussi intéressant de voir dans quel idéal est-ce que ça se fait. C'est en fait le premier dossier de canonisation dans les communautés cisterciennes féminines. Donc j'explique un peu, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on fait des procès de canonisation. Donc pour que quelqu'un devienne saint, il faut faire une procédure un peu complexe, prouver qu'il y a eu des miracles, une vie sainte, et puis il faut que ce soit jugé pour que la personne soit inscrite au calendrier. Donc ça, c'est le premier, en fait, cas qui est trouvé chez les cisterciens. Et la vie est écrite donc juste après sa mort. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais disons que elle est écrite juste au lendemain de la mort, donc elle a des chances de se rapprocher un petit peu plus que des choses écrites des siècles après de la véritable personne. Et donc l'histoire telle qu'elle nous est racontée, c'est quelqu'un qui est considéré comme une petite fille dans sa petite enfance et qui est orpheline donc, et qui partit en pèlerinage à Jérusalem et se retrouve orpheline donc à Jérusalem, mais ses parents, pour le chemin pour aller en pèlerinage, l'avaient habillée en garçon, ce qui était assez courant en fait à cette époque-là pour les voyages, de plutôt habiller les petites filles en petits garçons. Mais le fait de perdre ses parents, en fait, fait que cette personne reste en fait comme un petit garçon et est considérée comme un petit garçon dans un autre espace, donc à Jérusalem, en Terre Sainte. Et il peut faire des études grâce à ça, ce qui n'aurait pas été possible pour une petite fille, et une adolescente, quoi. Et donc là, on l'appelle Joseph. Et il fait des études et il monte un petit peu, il est suffisamment éduqué. Il arrive à revenir dans son pays natal, qui est l'Empire germanique.
Et il y a des aventures un peu rocambolesques, des messages qui doivent être envoyés au pape, des choses comme ça, une fausse accusation. Et puis, bon, finalement, il rentre dans un monastère masculin, donc un monastère à Schönau. Et voilà, peu de temps après, en fait, il tombe malade et donc il meurt. Et donc, quand il meurt, au moment de le déshabiller, eh bien, on trouve des organes génitaux et surtout des seins. On nous parle surtout des seins qui sont trouvés et qui font que les gens sont un peu perturbés de ce moine qui s'avait connu tout le temps et qui n'avait pas le corps habituel d'un moine. Et donc, on lui fait une transition post-mortem. Donc, on lui redonne un autre nom après sa mort. On l'appelle Hildegonde. Et, même pas Josépha, non, on prend totalement différent. Et donc, on se dit, en fait, c'est une sainte. Et c'est là que commence le processus de canonisation. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le simple fait de trouver quelqu'un qui n'a pas tout à fait le bon genre ou qui aurait fait une transition de genre dans ce monastère est un peu le point de départ pour entamer un processus de canonisation, en se disant simplement que ça ressemble à des histoires de saints qu'on connaît, en fait, d'avant. Mais bon, le processus n'aboutit pas, sans doute parce qu'il n'y a pas assez de miracles, la personne est morte trop jeune, enfin voilà, il y a plein d'explications à tout ça. Mais donc, ce qui se passe effectivement là-dedans, c'est que, voilà, on a cette personne qui vit depuis la petite enfance, quoi, toute sa vie, enfin peut-être, a vécu peut-être toute sa vie sous identité masculine, avec plein de circonstances, en fait, tout ça, et c'est juste après la mort, finalement, qu'on va changer le genre de cette personne. Et je vous donne un autre exemple complètement différent, parce que bon, là, ça se passe bien, à part que la personne meurt jeune. On était à quelle époque? Au XIIe siècle. Siècle, fin XIe siècle. Un autre exemple, donc, au XIVe siècle, je crois que c'est 1355, enfin, au milieu du XIVe siècle, on a un procès qui est fait à Venise, qui est dans les archives de cette nouvelle police qui est créée à Venise. Peut-être qu'il faut remettre un peu le contexte. Donc, il y a eu la Grande Peste Noire en 1348, et il y a certaines villes qui se sont dit que c'était sans doute une punition de Dieu, et donc, sans doute, Venise, disons, ils se sont dit que c'est sans doute le mauvais comportement sexuel des Vénitiens qui avait entraîné cette punition de Dieu, et donc, en réformant moralement Venise, on allait éviter les prochaines épidémies. Voilà, bonne ambiance, quoi. Super ambiance. Et donc, il crée une police spéciale qui s'appelle les Signori di Notte, les seigneurs de la nuit, qui sont donc une brigade nocturne qui va un peu mettre le nez dans les chambres à coucher des gens, quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ils vont un peu faire du harcèlement policier, on dirait aujourd'hui, sur pas mal de gens, et en particulier sur des personnes que nous on appellerait des travailleuses du sexe aujourd'hui, donc des gens qui vivent de leur service sexuel. Et le lieu de prostitution à l'époque, c'est le pont, un des lieux de prostitution, c'est le pont du Rialto. Et donc, ils arrêtent quelqu'un sur le pont du Rialto, dont ils disent que tout le monde la connaît comme Rolandina Roncaia. Et tout le monde pense qu'elle s'appelle Rolandina. Et tout le monde dit que c'est une femme. Sauf que eux, ils disent que ce n'est pas une femme, mais que c'est un homme. Mais c'est les flics qui disent ça. Ils disent, il s'appelle Rolandinus, en fait. Et ils le renomment. Et donc, ils lui donnent un nom masculin, donc Roland au lieu de Rolandine, quoi. Et toute l'archive, en fait, essaye de nous montrer et de nous prouver que cette personne est bien un homme, tout en nous disant que tout le monde considère que c'est une femme. Pourquoi ? Parce que, en fait, si cette personne est une femme, bon, à Venise, au concert, c'est pas très bien de se prostituer, mais c'est pas si grave. Mais si cette personne est un homme, alors là, c'est le vice sodomitique, qui est ce nouveau péché, disons globalement, qui est beaucoup plus grave. Et donc, la condamnation, finalement, après cette... on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on a 2 pages là-dessus, mais finalement, la personne est condamnée à mort suite à ça. Donc là, on voit tout un dossier, en tout cas, voilà, policier, à charge, qui démontre en fait que cette personne est un homme, tout en disant que tout le monde la considérait comme une femme, pour pouvoir la condamner pour son comportement sexuel, dans ce contexte, je le rappelle, quand même très particulier, de serrage de vis très très fort sur la sexualité des Vénitiens. Donc on voit effectivement avec 2 cas très différents comment on pouvait considérer les personnes qui ont changé de genre au cours de leur vie pour une raison ou pour une autre. Alors on pourrait parler encore beaucoup, mais il va falloir malheureusement qu'on avance un petit peu, même si c'est passionnant. En tout cas, il faut que les personnes lisent le livre. Et justement, si on parle un peu de réception du public, arrivons à notre époque, parce que depuis que ton livre est sorti, donc il y a quelques années maintenant, on l'a dit, quelle a été la réception du public et des lecteurs et lectrices, parce que tu le dis toi-même que c'est pas forcément un ouvrage totalement dans le livre en tout cas tu dis que c'est pas un ouvrage totalement grand public, mais qui permet de présenter des sources et un état de la recherche. Est-ce que c'est ça ? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. Peut-être quand même, il faut que je raconte un peu l'histoire de la fabrication de ce livre qui était pas si évidente.
c'est pas un livre qui était ni une commande, ni quelque chose qui était attendu. Donc c'est vraiment un livre que moi j'ai conçu à partir de mon projet post-doctoral et qui globalement n'intéressait pas grand monde au départ, je viens de le dire. Et donc j'ai dû pas mal me battre en fait pour le faire. Enfin, il est resté... J'étais vraiment aidée quand même par Jean-Claude Schmitt, mon directeur de thèse, et je veux vraiment lui rendre hommage là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très très ouvert sur des nouvelles perspectives. Mais du point de vue éditorial, disons que c'était timide, on peut dire. Donc c'est un livre qui est resté dans les tiroirs des éditeurs pendant un certain temps, qui était un livre, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait en être la réception, qui a été, je pense, tiré un tout petit nombre d'exemplaires au départ, et réimprimé très vite, et réimprimé encore. Enfin, donc voilà, c'est un livre qui a eu plus de succès que escompté. Et donc, moi, j'ai été plutôt très surpris, agréablement surpris aussi, parce que je m'attendais à rien. Et finalement, le livre a été plutôt bien reçu. Et puis lu, assez doucement. Enfin, c'est amusant qu'on en parle maintenant, là, 4 ans après sa sortie, parce que, j'ai l'impression qu'il est lu sur une assez longue temporalité. Et moi, je suis vraiment ravie en fait de ce travail-là, parce que ce que je voulais, c'était donner envie aux gens de travailler sur ce sujet-là. C'est faire un livre un peu d'introduction qui soit accessible, compréhensible et facile à lire, mais qui ouvre la porte en fait sur une manière de travailler. Et donc, moi, je l'ai conçu comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un appareil critique, il y a des références, il y a un tableau de la trentaine de vies de saintes et de saints pour donner aussi envie aux gens de travailler dessus avec les références, les renvois vers la bibliographie pour pouvoir, en fait, commencer à travailler. Donc, moi, je le voulais plutôt un point de départ pour que d'autres gens travaillent là-dessus. Et de fait, ce qui a assez bien marché, c'est que j'ai été sollicitée aussi par des collègues suite à ce livre-là. Parce qu'il y avait des gens qui travaillaient un peu sur les mêmes sujets et qui étaient un peu isolés à ce moment-là. Donc il y a un livre qui est paru juste après, par exemple, qui s'appelle Trans and Genderqueer Subject in Medieval Hagiography de Blake Gutt et Alicia Spencer Hall, qui est maintenant en libre accès sur les presses universitaires d'Amsterdam. Et donc qu'on a écrit ensemble en étant un peu isolés au début. Et puis du coup, on a échangé. Moi, j'ai traduit en français, le livre est en anglais, mais j'ai traduit en français un lexique, une partie du livre en même temps. Il y a eu effectivement une collègue avec qui on a pu créer un colloque et donc faire un ouvrage collectif qu'on est en train de préparer et qui, j'espère, sortira l'année prochaine, donc en 2025 ou 2026 maximum, qui s'appelle Archéologie des transidentités mondes médiévaux. Waouh! Ah oui, donc un sujet encore plus loin que les textes. Archéologie au sens foucaldien, plutôt de revenir un petit peu sur l'histoire. Pas un livre d'archéologie, mais vraiment un livre sur l'archéologie du concept, un petit peu. Oh. Et avec des gens qui travaillent sur les pays d'islam, sur les mondes byzantins, des littéraires, des historiens, des historiennes, pour pouvoir, en fait, que plein de gens, en fait, dans leur spécialité, puissent se poser ces questions-là. Donc voilà, finalement, la réception a été, disons, plutôt positive, mais je ne vais pas non plus cacher qu'il y a eu des réceptions négatives et qu'on est dans un monde qui est marqué, en fait, par des vagues de transphobie ou de cissexisme extrêmement violente, en fait, et où ça se manifeste par du cyberharcèlement, de l'intimidation. Il y a des institutions qui m'ont invité à faire des conférences qui ont été aussi intimidées, sommées d'annuler les conférences, donc il y a aussi ça qui se passe en même temps. Donc je dirais que ça a été assez contrasté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont montré leur intérêt, et j'espère en fait pouvoir continuer à encourager des jeunes étudiantes et étudiants à travailler sur ces sujets-là. Mais il y a aussi plein de gens qui ne sont pas des historiens et des historiennes, généralement, mais des gens de la société civile, très politisés, souvent à l'extrême droite, qui sont très, très vigilants et qui essayent vraiment à la fois d'intimider, d'empêcher que les choses se fassent, et puis de menacer, parce qu'il y a eu des menaces de mort. Enfin, on m'a décrit précisément comment est-ce qu'ils allaient construire le bûcher sur lequel me faire flamber. Donc il y a des projets assez précis comme ça de menaces qui visent à intimider et à bloquer ce type de recherche. Et donc, je veux pas non plus les taire, puisque ça existe aussi. Bah écoute, si avec cet épisode, on peut encore plus porter ta parole, moi, clairement, c'est ce que j'ai envie de faire avec ce podcast. Justement, même si on est dans un hors-série du podcast, j'ai la question que je pose dans les épisodes. Est-ce que tu as un conseil de sujet qui mériterait d'être étudié en master ou en thèse? Tu l'as dit que justement, tu donnais dans ton livre peut-être quelques pistes. Là, au micro, est-ce que tu aurais quand même quelques suggestions à donner? Oui, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis ce tableau volontairement en disant que quand même, en fait, il y a plein de vies de saintes et saintes qui sont
très très peu connus et peu étudiés, ou parfois qui ont été étudiés par des hagiographes des années 50, et donc ça mériterait quand même de se replonger dessus. Et puis, il y a plusieurs en fait, dossiers, notamment sur l'Italie médiévale, qui ont été étudiés dans les années 80 ou les années 90 par des spécialistes de l'histoire de l'homosexualité, et qui souvent ont un peu passé sous silence ou sont passés à côté des cas qu'on pourrait dire qui évoquent plutôt les transidentités, et donc qui permettent en fait de se replonger dedans. Donc dans les archives judiciaires des communes italiennes, donc j'ai cité un cas à Venise, je pense qu'il y a encore des choses à chercher dans ces archives vénitiennes, mais il y a aussi d'autres fonds d'archives. Qui sont des gros centres d'archives en plus. Ou dans lesquels ça vaudrait le coup en fait d'aller y jeter un coup d'œil avec cette question-là en fait en tête, puisque on peut trouver parfois, et des gens me contactent parce qu'ils trouvent dans certaines archives des petites mentions. Donc voilà, une collègue qui m'a parlé dans les archives de Bologne de quelqu'un qui est décrit comme mezzo maschio, à moitié homme, et sans savoir plus ce que ça veut dire. Donc moi, j'inviterais des gens qui travaillent sur des procès, des archives judiciaires, donc moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, à les regarder avec cet œil particulier. Merci énormément Clovis Maillet, c'était passionnant, mais vraiment, donc auditeurs, auditrices, je ne peux que vous conseiller, si vous voulez en savoir plus, d'aller lire le livre donc Les genres fluides aux éditions Arquet. Alors moi j'ai trouvé à la librairie au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, mais je pense que vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies partout, et dans toutes les bonnes librairies de musées, pas les musées médiévaux, il y en a plein. Et je vous mettrai aussi sur le site passionmédiéviste.fr un article qui sera en lien avec l'épisode où je vous mettra donc toutes les références qu'on a dit aujourd'hui. Et donc auditeurs, auditrices, j'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres sujets comme ça que vous aimeriez que je traite dans ce hors-série, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Merci!